Imaginez qu'un jour vous trouviez une porte qui mène dans un autre monde et que tout objet ou compétence appris là-bas puisse être ramené ici. L'histoire commence quand une fille se fait harceler par des hommes. Pourtant, on rencontre Yuya, un garçon qui tente d'intervenir, mais les types l'insultent en le traitant de gros et moche, puis le tabassent. Finalement, la police arrive et les agresseurs prennent la fuite. La fille le remercie, mais Yuya fait comme si de rien n'était et s'en va. On découvre que son grand-père lui a appris à toujours être gentil et aider les gens. En rentrant, sa maison est taguée de noms d'oiseaux. Depuis tout petit, il se fait harceler par tout le monde. Même ses parents le maltraitent parce que ses frères et sœurs sont beaux, lui serait laid. Au collège, ça empire, il se fait battre. Seul son grand-père veillait sur lui, lui répétant que la bonté rend heureux. Le grand-père meurt, mais lui lègue sa maison et toutes ses économies. Les parents contestent le testament, mais au final, Yuya hérite de tout. Ses parents l'abandonnent, il vit seul et doit bosser à temps partiel chaque jour. À l'école, Yuya obtient son diplôme de collège, mais dans l'album photo, il n'y a que des méchancetés. En partant, ses bourreaux le retiennent. Ils lui rappellent que même diplômé, il reste leur larbin. Yuya dit qu'il doit aller au travail, mais il le tabasse, tandis que son frère et sa sœur regardent de loin sans bouger. Arrivé enfin au boulot, son patron en a marre de ses retards et le vire. Chez lui, il dîne tristement face au miroir, il pique une colère, persuadé que rien ne changera après ce diplôme. Il frappe le mur qui s'ouvre soudain sur une pièce cachée. Des objets étranges s'y entassent et Yuya pense que ce sont des souvenirs de voyage de son grand-père. Il découvre une porte singulière. En l'ouvrant, elle donne sur une salle étrange. Il prend peur quand une notification apparaît. La porte est reliée à un autre monde. Plusieurs notifications lui expliquent les fonctions disponibles, comme stocker des objets et gérer qui peut utiliser la porte. Bien qu'il soit perdu avec toutes ces fonctions, il prend ça pour un jeu et va voir son statut, mais en le découvrant, il est anéanti. Toutes ses caractéristiques sont minuscules. Il scrute la pièce, regarde dehors et comprend qu'il est vraiment dans un autre monde. Sur la table, une note qu'il ne peut d'abord pas déchiffrer jusqu'à ce que sa compétence de langue lui vienne en aide. Il apprend que le propriétaire de la maison était un grand sage sur le point de mourir qui a légué la maison et tout son contenu à quiconque la trouverait. La maison est protégée par une magie que seul le propriétaire peut outrepasser. Il trouve une pile d'armes, mais en les examinant, il comprend qu'il s'agit d'objets d'exception, terriblement dangereux. Il jette un œil dehors et commence à manier son épée. Il trébuche, mais parvient à apprendre une compétence d'épée basique. Se disant que ça pourrait servir, Yuya s'entraîne avec chaque arme, découvrant des objets divins et gagnant plusieurs compétences. Pourtant, ses stats restent au niveau 1 et il se demande comment les monter. Il range les armes dans son stockage et tout à coup, un monstre attaque. Yuya panique, mais constate vite que la maison est protégée. Un ogre sanguinaire de niveau 300 frappe le mur magique, arrache un arbre pour tenter d'entrer, en vain. Yuya pense qu'il doit riposter, lance sa lance qui traverse le monstre et le tue d'un coup. La lance revient et le monstre disparaît en laissant tomber plusieurs objets. Soudain, Yuya atteint le niveau 100 et reste bouche bée en voyant ses nouvelles stats. Après avoir réparti tous ses points, il décide d'arrêter pour la journée et découvre une option de retrait qui convertit les objets en argent. Yuya, surpris, accepte volontiers. Cette nuit-là, son corps subit une transformation complète et au réveil, il se rend compte que ses vêtements ne lui vont plus. Ne sachant quoi faire et avec son miroir toujours brisé, il part chercher des vêtements. Dans la maison du sage, il trouve des habits magiques qui s'ajustent seuls et offrent toute une série de bonus enchantés.
Yuya se demande qui est le sage et regarde autour de son jardin. Soudain, un Slim niveau 200 l'attaque, mais cette fois, Yuya sort calmement sa lance et détruit la bête sans effort. Il laisse tomber un peu de Slim Café et même un collier rare capable de restaurer sa magie. Il monte encore de niveau, gagne la détection de présence et atteint déjà le niveau 150. Il goûte au Slime Café, c'est surprenamment bon, et décide d'utiliser une partie de ses gains pour commander un nouvel uniforme à recevoir pour la rentrée. Après ça, il passe ses journées dans l'autre monde et commence à s'amuser, oubliant même sa dépression. Il s'entraîne et apprend tout ce qu'il peut sur ce monde. Un gobelin d'élite attaque sa maison, mais Yuya est transformé. Il le combat habilement et utilise un sort pour anéantir le gobelin. Le temps file et la rentrée arrive, tout le monde est immédiatement intrigué par lui. Même ses frères et sœurs semblent à bouche bée. En classe, ses harceleurs l'approchent sans le reconnaître, le prenant pour un transfert. Quand il révèle qu'il est Yuya, tout le monde est sous le choc et ne le croit pas. En allant aux toilettes, il est totalement abasourdi de se voir pour la première fois depuis sa transformation. Après les cours, son frère et sa sœur l'abordent, se demandant comment il a autant changé et le traite de loser quand soudain une limousine s'arrête et la fille qui l'a sauvé le cherche. Il se demande qui elle est, elle lui rappelle qu'il l'a sauvée et s'interroge sur la façon dont elle connaît son nom. Elle avoue l'avoir recherché pour le remercier et se présente Kaori. Elle lui propose d'intégrer l'académie Osei, Yuya reconnaît le nom. C'est une école pour super élite. On apprend que Kaori est au conseil étudiant et que son père préside l'académie. Yuya est flatté par l'invitation mais doute de ses capacités, se jugeant pas assez brillant pour l'académie. Son frère intervient en demandant à y entrer, se vantant d'être supérieur à Yuya en études et en sport. Mais Kaori refuse, ils insultent Yuya alors qu'il est son héros et elle révèle qu'elle a déjà enquêté sur eux et connaît toutes leurs manigances contre lui. Elle lui dit que leur académie privilégie la personnalité plutôt que les notes, donc son inscription ne poserait pas de problème. Ses accompagnantes proposent de lui montrer l'école, elle l'attrape par le bras et s'en va pendant que ses frères et sœurs n'en reviennent pas. Ils arrivent à l'académie, une école réputée pleine d'élèves brillants. Ils rencontrent le président Tsukasa qui le remercie d'avoir sauvé sa fille. Yuya minimise, mais Kaori insiste. Il a été le seul à l'aider. Tsukasa lui propose d'intégrer l'école et offre même de payer sa scolarité en remerciement. Mais Yuya hésite, persuadé qu'il n'y aura pas sa place parmi les génies habituels. Tsukasa explique que les génies sont juste des gens qui ont trouvé la bonne méthode pour travailler moins longtemps, tandis que Yuya pense que tout est question de talent. Tsukasa répond que chacun a ses dons et qu'avec des défis et du plaisir, il finira par les découvrir. Il est encore jeune. Il lui propose d'essayer l'école pour une journée. Une professeure, Sawada, entre et Tsukasa la présente comme une scientifique renommée dont les cours sont pourtant populaires et faciles à suivre. Yuya se prépare pour son premier cours, angoissé à l'idée d'être dépassé, mais se dit que ça ne peut pas être pire que son ancien bahut. On l'appelle, il se présente et tous les élèves semblent bouche bée. Ils redoutent leur jugement, mais en fait ils sont tous ébahis par son charme. Il s'assoit au fond, partage un livre avec la fille à côté qui reste un peu froide. Il craint déjà qu'elle le déteste. Kaori se demande s'il va réussir à s'intégrer et au fil du cours, Yuya trouve finalement la classe assez normale, sauf que les élèves sont bien plus dynamiques et impliqués. Pendant la pause, plusieurs élèves viennent le questionner « T'es un idole? T'as une copine ?» Jusqu'à ce qu'un élève, Ryo, les arrête et l'emmène déjeuner à la cantine. Émerveillé par le menu, tout est gratuit, Yuya se croit au paradis. Il s'installe avec un autre élève, Shingo, parle d'anime et Yuya réalise qu'il lui ressemble beaucoup. Alors qu'il mange, il remarque que tout le monde le regarde et il pense que c'est parce qu'il porte un uniforme différent. Shingo lui demande s'il est dans un club, mais Yuya répond qu'il n'en fait partie d'aucun.
Ryo n'est pas non plus dans un club, mais parce qu'il excelle dans tous les sports et a du mal à n'en choisir qu'un. Shingo avoue faire partie du club de jeux vidéo, et Yuya s'étonne qu'il y ait des consoles bruyantes à l'école. Shingo assure que c'est ok tant qu'on ne joue pas en cours. En parlant jeux vidéo, Yuya se détend peu à peu avec eux. À la fin de la journée, il retrouve Tsukasa, avoue s'être bien amusé et décide de s'inscrire au lycée. En sortant, il croise Kaori qui se demande s'il rejoint l'école. Il lui annonce sa décision, elle est contente qu'il reste et l'invite à traîner après les cours pour faire un tour des boutiques du coin. Yuya se demande si c'est là qu'elle traîne avec ses amis, mais elle avoue ne pas sortir souvent parce que les gens hésitent à cause de sa famille et surtout de son père. Elle ajoute toutefois que lui, il est différent. Yuya devient nerveux et propose d'aller à la crêperie. En voyant les prix, il est soulagé d'avoir encaissé des gains de l'autre monde. Il goûte les crêpes, les crêpes, s'amuse bien et Yuya veut tester d'autres parfums. Soudain, il craint qu'en mangeant trop, il redevienne sa forme d'origine. Il demande à Kaori comment elle l'a reconnu malgré son apparence différente. Elle répond qu'il est un peu plus mince, mais que ses yeux sont inchangés. Elle lui propose une bouchée de sa crêpe, vu qu'il voulait varier, il prend une bouchée un peu gêné. Elle comprend tout de suite son embarras et lui offre aussi une bouchée en retour. Elle accepte nerveusement, croque à son tour et quelques filles les regardent en se trouvant trop mignons ensemble. Plus tard dans la nuit, Yuya décide de retourner dans l'autre monde et enfile une armure complète. Il y entre et affronte les monstres qui apparaissent. Malgré la peur, il les abat et atteint le niveau 235, mais constate que sa montée en niveau est maintenant beaucoup plus lente. Il envisage donc de quitter sa maison pour chercher des monstres plus forts. En repensant à l'académie, Yuya veut un nouveau défi, mais alors qu'il franchit la porte, il entend soudain un cri. Il sort sa lance et se précipite vers le cri. Il découvre plusieurs soldats atrocement massacrés, puis un monstre, un général gobelin de niveau 200. Yuya sent le danger, mais aperçoit une fille derrière le monstre. Il lance sa lance, le gobelin la part, puis Yuya fonce et lui écrase le crâne d'un coup de pied. Il se tourne vers la fille, mais elle lui crie qu'un autre gobelin est derrière lui. Il se fait projeter en arrière, plus fort et plus rapide, clairement. Pourtant, Yuya ne lâche pas, il mise sur ses autres atouts. Il utilise sa lance pour rebondir par-dessus le gobelin, sort son arc, pluie de flèches, puis dégainer l'épée pour le fendre en deux. Il s'assure que la fille va bien et se demande ce qu'il en est des autres humains ici, mais elle s'évanouit. Des hommes approchent, il active une invisibilité pour passer inaperçu. Des chevaliers viennent chercher la fille, on apprend qu'elle s'appelle Lexia et est princesse. De retour chez lui, Yuya repense à la scène, inquiet pour elle. Mais ayant vu des chevaliers, il se dit qu'elle devrait être en sécurité. En regardant sa chemise, il se dit aussi qu'avec l'argent gagné de l'autre monde, il devrait s'acheter des fringues. Au centre commercial, les gens le regardent passer, le prenant pour un acteur ou un mannequin. Sa chemise est enchantée pour rester propre, mais il veut varier un peu son look. Pendant ce temps, un réalisateur hurle sur un homme, le manager d'un mannequin nommé Sho qui n'est toujours pas arrivé pour le shoot. Le manager reçoit enfin un appel de Sho. Il est en chemin, le réalisateur fulmine, Sho manque de respect autant de toute l'équipe, surtout de Miu, la co-mannequin qui attend toute la matinée. Le thème du shooting est le couple, impossible sans lui. Le réalisateur hésite, tout le monde attend, alors il décide d'aller chercher un remplaçant dans le centre commercial. Perdu parmi tant d'options, Yuya est submergé. Des filles l'abordent, il craint une technique de vente, elles veulent en savoir plus sur lui et lui proposent de même de l'aider à faire du shopping. Il ne veut pas les blesser, alors il les refuse avec la plus grande politesse. Les filles restent bouche bée et s'emballent pour lui, mais Yuya se demande s'il a bien géré la situation. Le directeur peine à trouver un remplaçant, mais dit à son assistant qu'on ne lâche rien. Il croise Yuya et le directeur est persuadé que c'est lui.
On l'approche et le directeur lui expose leurs problèmes. Yuya est nerveux, mais il pense à tous ceux qui comptent sur lui et finit par accepter d'être leur modèle. Il joue le petit ami pour le shooting, posant dans plusieurs tenues et attitudes. Le réalisateur lui demande d'être plus sexy. Yuya galère un peu à suivre, mais Miyu le rassure en lui disant qu'il se débrouille bien pour une première fois, et Yuya se laisse captiver par son regard. Elle le remercie de les avoir sauvés, et il remarque qu'elle se rapproche. Le réalisateur note que Yuya a l'air un peu raide. Il change de lieu, et Yuya, impressionné par le professionnalisme de Miyu malgré leur âge similaire, se motive à fond. Mais Miyu s'accroche à lui pour la prise suivante, et il panique quand elle se colle contre lui. Le réalisateur lui demande d'encore se rapprocher, elle passe les bras autour de lui et le serre davantage, ce qui le met encore plus mal à l'aise, tandis qu'une foule commence à les regarder. Pendant ce temps, dans l'autre monde, on voit la princesse Lexia qui repense à qui l'a sauvée. Elle décide de partir et son chevalier se demande où elle va. Elle annonce qu'elle retourne dans la forêt sombre pour retrouver son sauveur, mais lui réplique qu'il est impossible que quelqu'un vive là-bas. Lexia insiste qu'elle a bien été secourue et qu'elle doit remercier cette personne. Son chevalier la met en garde contre les dangers du retour, mais elle ordonne qu'ils l'accompagnent tous cette fois-ci, et il se demande de qui elle tient ce côté tête brûlée. Au centre commercial, le shooting est terminé et Yuya est crevé. Miyu le remercie encore et Yuya s'étouffe soudain avec sa boisson. Miyu lui tend son mouchoir, mais Yuya hésite parce qu'il est en sueur et il ne peut pas non plus s'essuyer avec sa manche, les vêtements ne sont pas les siens. Yuya repense à son expérience de mannequin et trouve que Miyu est incroyable, mais elle minimise en disant qu'elle s'y est juste habituée, qu'à ses débuts elle faisait plein d'erreurs. Il se dit que c'est la première fois qu'il porte des vêtements aussi branchés. Il n'en avait jamais eu l'occasion avant et il se demande pourquoi elle s'est mise au mannequinat. Elle répond qu'elle voulait juste qu'on la remarque, ses parents étaient toujours trop occupés pour elle. Puis, quand elle a commencé à avoir des fans, elle a continué parce que les encouragements lui faisaient du bien et elle aimait apporter de la joie à ceux qui la regardaient. Elle lui dit qu'il peut y arriver aussi à son rythme et lui rappelle de profiter de chaque instant. Pendant qu'il parle, le directeur prend plein de photos volées. Là, soudain, des shows démarrent et la foule s'emballe en le voyant. Il va vers Miyu et propose qu'il reprenne le shooting. Il la plaque contre le mur, veut l'inviter boire un verre, mais Yuya voit bien son malaise. Il intervient, Sho demande qui c'est, tente de frapper, mais Yuya le repousse d'un geste. Tout le monde est choqué, Yuya trouve le coup étonnamment lent à son goût. Il craint de faire une scène et d'avoir des ennuis pour avoir mis une raclée à un si joli garçon, mais la foule l'applaudit et le trouve super cool. Sho s'étonne d'avoir perdu alors qu'il fait de la boxe. Le directeur lui ordonne de partir. Tout a été filmé en 4K. Sho s'enfuit et Miyu remercie Yuya. Sho la suivait partout. Elle ne savait plus quoi faire. Le directeur ajoute que Sho a toujours eu un comportement douteux et avec ça, il aura du mal à retrouver du travail. Il demande si Yuya voudrait continuer le mannequinat. Yuya le remercie pour l'opportunité d'avoir côtoyé des pros mais avoue qu'il ne se sent pas à la hauteur et refuse finalement. Le directeur respecte sa décision et comme ils ne peuvent pas le payer vu qu'il est amateur, il lui offre tous les vêtements du shooting en remerciement. Yuya pense que l'expérience suffit, mais le directeur rappelle qu'on doit être rémunéré quand on travaille, surtout après l'avoir sauvé, alors Yuya accepte. Miyu espère retravailler avec lui, il lui souhaite bonne chance. Dans la voiture après, le directeur regrette que Yuya n'ait pas voulu continuer, persuadé qu'il aurait fait une star. En regardant les photos, Miyu repense à quel point Yuya était différent et le réalisateur la voit rougir, alors il la taquine en insinuant qu'elle a le béguin pour lui. Yuya fait sa valise en rangeant tous ses nouveaux vêtements et on voit sa photo circuler partout. Les agences se demandent qui il peut bien être et on voit une productrice prête à tout pour le signer, ordonnant à son bras droit de le retrouver avant les autres. Voyant comment il a tenu tête à Miyu alors qu'il est encore amateur, elle décide de ne pas le laisser filer. Pendant ce temps, dans l'autre monde,
On voit les chevaliers de Lexia lutter contre des gobelins. Les chevaliers peinent. Un gobelin surgit derrière elle, mais il est vaincu quand Yuya fait son entrée. Ils n'en reviennent pas de le voir et Yuya terrasse les gobelins comme si de rien n'était. Lexia est soulagée de constater qu'il est bien réel et Yuya achève les derniers ennemis. Il soigne l'un des chevaliers et Lexia s'approche pour lui dire qu'elle est venue dans la forêt noire parce qu'elle avait quelque chose à lui confier. Yuya se demande ce qu'elle veut et elle lui demande soudainement s'il veut l'épouser, ce qui choque tout le monde. Son chevalier s'étonne et lui rappelle sa position de princesse, disant qu'ils ne savent rien de Yuya. Mais Lexia insiste, ce fut le coup de foudre. Les deux commencent à se disputer, mais Yuya les interrompt en disant que la forêt est dangereuse et il les invite chez lui, ce qui les surprend, apprenant qu'il vit réellement dans la forêt. Ils en restent bouche bée devant sa maison et le chevalier se présente, Owen, capitaine des chevaliers d'Arcelia, tandis qu'il présente Lexia comme la première princesse d'Arcelia, deuxième héritière du trône. Elle le remercie de les avoir encore sauvés et Yuya s'inquiète de son comportement en apprenant qu'elle est princesse, mais il le rassure, ce n'est pas une visite officielle et lui reste leur sauveur. Yuya se présente, mais son nom leur paraît étrange et ils pensent qu'il vient peut-être d'un autre pays. Lexia s'imagine qu'il pourrait être un prince étranger, tandis qu'Owen redoute d'autres hypothèses. Owen explique qu'ils étaient venus le chercher parce que la première fois qu'il a sauvé Lexia, elle n'avait pas pu le remercier. Elle avoue qu'elle ne cesse de penser à lui depuis ce jour, que c'est la première fois qu'elle ressent ça, et elle le demande à nouveau en mariage. Yuya est dépassée et trouve la demande beaucoup trop soudaine, ce qui pousse la princesse à se dire que l'amour ne peut pas être si simple. En repensant à tous ses romans d'amour, elle croit que l'amour doit avoir des obstacles, que ce serait ennuyeux si tout allait bien, alors elle demande à commencer comme son ami. Yuya, nerveux en pensant à son passé, accepte d'être son ami. Owen ajoute qu'il y a une autre raison de leur visite. Le roi voudrait qu'ils viennent au palais pour le remercier en personne. Yuya hésite, mais Owen insiste que c'est un ordre royal et qu'il ne peut pas partir tant que Yuya n'a pas accepté, alors Yuya n'a d'autre choix que d'accepter l'invitation. Owen dit que le trajet prendra environ 5 jours en comptant le voyage. Yuya craint que ça n'interrompe le début de sa nouvelle école et demande à repousser, mais Owen lui répond qu'ils peuvent attendre quand il décidera d'y aller. Ils prennent congé et Lexia lui dit de se préparer car elle compte bien lui gagner le cœur la prochaine fois. Quelque part dans la capitale royale, un homme rapporte l'échec d'une tentative d'assassinat contre Lexia. On voit un homme masqué. On apprend qu'il a envoyé des assassins contre Lexia, mais ceux-ci ont été pris dans la forêt noire et tués par des monstres. Le masqué s'interroge sur le fait qu'elle soit revenue sans armes et gronde son subordonné de ne pas échouer à nouveau. Il enlève son masque, révélant un visage défiguré, et on découvre qu'il est d'une branche royale, jurant de se venger de Lexia. De retour chez Yuya, celui-ci marque sur son calendrier la date prévue pour voir le roi. Il enfile son nouvel uniforme et part pour son premier jour à l'académie. Tout le monde le regarde en marchant, comme s'il était une sorte de mannequin célèbre. À son arrivée, le directeur l'accueille, mais s'excuse de manquer de temps et lui dit surtout de profiter de l'école. Yuya est présenté à la classe comme élève officiel. On voit Ryo et Shingo contents de le revoir. On passe à un match de foot et l'on rencontre un élève, Roy, qui marque un but et déclenche les acclamations des filles. Yuya observe depuis la touche, impressionné par son talent, et une fille nommée Kaide vient le voir. Elle se demande pourquoi il ne joue pas, mais Yuya répond qu'il n'a pas encore son tenue de sport. On voit Roy affronter l'équipe adverse en solo, mais il les trompe en passant la balle à son coéquipier Akira. Akira fonce vers le but, veut lancer son coup spécial et le rate en l'envoyant droit sur Kaide. Pourtant, Yuya réussit à l'arrêter et marque même un but au passage. Tout le monde est stupéfait. Comment il se déplace aussi vite? Il vérifie si Kaede va bien, mais elle reste bouche bée devant son Rize. Akira accourt pour s'excuser, jurant de devenir son serviteur, mais Kaede décline poliment. Elle va bien. Ryo prend la défense d'Akira, le décrit comme juste un peu étrange et Akira le remercie d'avoir sauvé tout le monde. Plus tard, Kaori va se changer pour le cours de gym. Toutes les filles les parlent beaucoup de Yuya.
pensant qu'il est un vrai prince. Kaori raconte tout et les filles supposent qu'il doit avoir une copine vu sa classe. Mais Kaori et Kaede insistent, rien n'est confirmé. Pendant le cours suivant, Yuya fait un signe à Kaori qui est sur le terrain quand soudain des délinquants déboulent à moto. Ils encerclent les filles en brandissant des battes et tous les élèves regardent le remue-ménage. Ils identifient le groupe, les Ogres Rouges, la bande la plus dangereuse du coin. Yuya les reconnaît et voit ses frères et sœurs parmi eux. Kaori se demande ce qu'ils foutent à l'école et le frère de Yuya la pointe du doigt en disant que c'est la fille du directeur. Kaori reconnaît les deux, qui déclarent vouloir se venger parce qu'elle les a méprisés et a accepté Yuya à l'académie. Kaori prévient que la police arrive, mais Sarah, la sœur de Yuya, pense qu'ils ont le temps et propose de l'enlever en représailles. Les voyous la prennent en tenaille, la situation pue. Yuya veut intervenir, mais sans ses jambes flageolées. Malgré ses combats dans l'autre monde, il est touché émotionnellement face aux harceleurs. Ses amis s'angoissent en le voyant paniquer, mais il se reprend. Il ouvre une fenêtre et saute. Choque tout le monde, ils sont au 4e étage. Pourtant, Yuya atterrit sans armes. Il fonce affronter son ancien tyran, Araki, qui veut lui donner une leçon. Il envoie ses gars sur Yuya, mais celui-ci esquive tout, les désarme tous en un clin d'œil. Araki tente d'attaquer, mais Yuya le dépasse en courant, se focalisant sur Kaori. Il est stoppé par un énorme gaillard nommé Amori qui le charge. Yuya ne bouge pas d'un cil et le jette sur le côté. Yuya arrive auprès de Kaori, vérifie si elle va bien, mais le chef de la bande fonce sur lui. Yuya esquive, le boss attaque à moto. Yuya saute de côté et le type perd le contrôle et finit dans le décor. Le chef est KO, la police débarque. Tous les délinquants sont menottés et les élèves renvoyés en cours. Yuya s'assure que Kaori va bien, elle vacille, il la rattrape et ils ont un instant suspendu. Pendant ce temps, Yuya pense que les Ogres Rouges n'ont servi à rien, mais le patron l'étrangle en l'accusant. Sarah supplie pour lui, se prend un coup de pied et Yuya continue d'être étouffé. Mais Yuya intervient pour les séparer, le remercie. Le chef fonce de nouveau, Yuya le fixe sans ciller, les étudiants se demandent ce ce qui se passe, tout se calme, et Yuta se demande pourquoi il l'a sauvé. Yuya répond que malgré tout ce qu'ils lui ont fait, ce sont sa famille, il ne pouvait pas les abandonner. Son frère en pleurs le supplie de pardonner, s'excusant pour tout. Ses amis le rejoignent et il s'excuse pour les ennuis qu'il a causés. Tous sont ébahis, se demandant comment il a pu sauter par la fenêtre. Yuya part explorer l'autre monde, se rappelant l'avertissement d'Owen. La forêt noire est la région la plus dangereuse, avec des monstres capables de raser une ville. Il erre vers la maison de l'ancien sage, s'enfonce dans la forêt à la recherche d'adversaires plus coriaces quand il entend un cri et voit un chiot attaqué par un orc. Le chiot dégage une sombre lueur mais est trop faible pour se défendre. Yuya observe à distance et réalise que l'orc est un roi orc niveau 600, plus de 20 000 d'attaque. Yuya pense qu'il n'a aucune chance et renonce à intervenir. Mais l'orc continue de piétiner le chien, il ne peut se résoudre à partir, pensant à ce que ferait son grand-père. Il décide d'aider, espérant au moins distraire l'orc. Il fonce dessus, mais le terrasse d'un seul tir, et il se sent tout bête d'avoir mis si longtemps à se décider pour que ça se termine si facilement. Mais il repense à l'ogre qu'il avait tué au niveau 1 et il s'interroge sur le sage qui forge de telles armes folles. Il vérifie le chien qui lui grogne dessus. Il lui propose une potion mais il s'évanouit. Il le soigne vite et le chien commence à l'apprécier. Il parle avec lui et découvre qu'il est seul et sans foyer, alors il propose de l'adopter. Le chien accepte joyeusement et Yuya gagne soudain la compétence dressage. Le chien devient son compagnon, il regarde ses stats,
C'est un Fenrir noir niveau 500, il reste bouche bée. Il songe à lui donner un nom, en voyant son pelage noir, il l'appelle Night, qui saute dessus tout content. Il rentre chez lui et il examine les objets laissés par le roi orc. Il y a une pierre magique S et l'épée et l'armure du roi orc. L'équipement n'est pas utilisable par les humains, mais peut être reforgé. Il y a aussi un pinceau rare qui stimule la pousse des poils, mais il l'utilise pour brosser Night. Il vérifie ses propres stats, niveau 235 toujours. Étrange de ne pas avoir monté de niveau après avoir vaincu un monstre 600, mais il se dit qu'il comprendra le système de niveau plus tard. De retour dans le monde réel, il laisse Night chez lui puis va en cours. Il demande à ses amis s'il y a une animalerie dans le coin en révélant qu'il vient d'adopter un chien. Kaed s'enthousiasme et veut voir des photos, mais Yuya se met mal à l'aise quand elle se rapproche trop, elle s'excuse et il avoue ne pas avoir de photos car il n'a même pas de smartphone. Ses amis le trouvent un peu bizarre, mais il répond qu'il n'en a jamais vraiment eu besoin. Ils lui indiquent de l'animalerie proche, mais ne peuvent de haut pas l'accompagner après les cours. Kaed propose de l'emmener. Yuya la remercie, elle commence à imaginer ça comme un rendez-vous, mais lui dit de ne pas s'en faire. À la maison, Night fonce sur lui et Yuya lui montre les articles que Kaed l'a aidé à choisir. Il met le nouveau collier à Night et décide d'aller se promener. Ils vont au parc et tout le monde les regarde en pensant qu'il a la classe et que Night est trop mignon. Il finit par tomber sur Kaori et lui présente Night. Elle le caresse, le trouve adorable et les passants les trouvent parfaits ensemble. Kaori demande quelle race est Night, mais il fait semblant de ne pas savoir, il ne peut pas dire Fenrir. Pourtant, Kaori devine qu'il est super intelligent et se réjouit que Yuya l'ait adopté. Une fille appelle Yuya, c'est Miyu, la mannequin avec qui il a travaillé. Elle habite aussi dans le quartier et vient promener ici. Yuya les présente et tout le monde s'émerveille de le voir avec une si jolie jeune femme. Ils attirent encore plus l'attention quand les gens reconnaissent Moot Miyu. Pour éviter un scandale, Miyu s'en va mais promet qu'elle espère bien le revoir. Après son départ, Kaori demande si Miyu est sa petite amie. Yuya, choqué, explique qu'ils ne se sont rencontrés qu'une fois et qu'elle serait bien trop bien pour lui. Kaori n'est pas d'accord. Une femme hurle soudain. Un homme s'enfuit avec son sac à main. Kaori panique, Yuya ordonne à Night d'aller le poursuivre. Ils s'assurent que la vieille dame va bien, puis Night revient entraînant l'homme. Yuya dit à Kaori d'appeler la police, mais l'homme se débarrasse d'eux et fonce sur Kaori. Yuya se met devant elle, le désarme et le maîtrise sans effort. La foule acclame, le trouve incroyablement cool. Kaori le remercie de l'avoir encore sauvé. Ils remettent de l'homme à la police et Yuya rentre chez lui. Il continue d'explorer la forêt sombre. Avec Night à ses côtés, ils affrontent d'innombrables monstres. Ils tombent sur un autre roi orc, mais cette fois, Night montre ses talents, lui mord la nuque et l'élimine seul. En avançant, ils aperçoivent un cerf de cristal de niveau 630. Yuya l'observe en étant invisible et note ses statistiques magiques impressionnantes. Il se demande comment l'approcher, mais il est soudain détecté malgré son invisibilité et n'a plus le temps de réfléchir. La bête charge, alors ils se séparent. Night tente une attaque, mais le cerf utilise la magie, provoquant une explosion pour se défendre. Il emmagasine ensuite une autre attaque et envoie un jet d'eau sur Yuya, que celui-ci parvient à esquiver. Yuya comprend qu'ils doivent coopérer et demande à Night d'ouvrir une brèche. Night bondit autour du cerf à toute vitesse, mais le cerf riposte avec sa magie, provoquant d'innombrables explosions dans les environs. Mais Night parvient à porter un coup et Yuya profite de l'occasion pour assommer la bête. Il va ramasser le butin et repère une boîte qui l'intrigue. En l'ouvrant, c'est un kit de bain portable qui reste propre automatiquement et qui a même un rideau anti-regard. Émerveillé par un tel objet, il décide de l'essayer et découvre plusieurs modes. Trop risqué en pleine forêt, il retourne donc chez lui pour la nuit et prend un bain relaxant avec Night. Le lendemain, ils affrontent un roule-aiguille d'une vitesse folle.
Au début, il galère, mais finit par anticiper ses mouvements, esquive l'assaut, l'envoie se coincer dans un mur et l'achève. Il atteint enfin le niveau 240 et Knight monte aussi à 510. Le mur fissure soudainement là où le monstre s'est encastré et révèle une grotte. Il décide d'aller voir. Yuya scanne pour des ennemis, mais rien. La grotte s'éclaire quand ils entrent dans une salle plus grande. En fouillant, Yuya a la stupeur de trouver un cadavre, mais Knight attire son attention sur un livre au sol. Yuya l'examine. C'est le livre du sage. En le lisant, il découvre que le sage maîtrisait tout, chaque type de compétence devenant presque divin par sa puissance. Les dieux eux-mêmes l'avaient invité à les rejoindre, mais il avait refusé. Le livre se met à parler à Yuya, le prévenant qu'à mesure qu'il devient plus fort, les gens autour de lui finiront par le craindre. Yuya se demande comment empêcher ça, et entend soudain la voix du sage lui conseillant de trouver des gens en qui il peut avoir confiance. Le sage lui demande s'il veut savoir quelque chose. Yuya demande à apprendre la magie. Le sage emplit donc le livre de tout son savoir magique, mais il note que Yuya ne peut pas utiliser la magie. Il n'a pas les circuits magiques dans le corps venant d'un autre monde. Pourtant, le sage choisit de transmettre ses propres circuits magiques à Yuya, lui disant de chercher le bonheur et de bien vivre. Yuya rentre chez lui et commence à apprendre la magie grâce au livre. Il commence par sentir l'énergie magique autour de lui et apprend la manipulation d'énergie magique. Il n'a qu'à rassembler l'énergie dans sa main et imaginer le sort qu'il veut lancer. Il sort pour essayer, imagine une sphère d'eau et Knight apprend aussi apparemment. Il tire la boule sur un arbre et paf, c'est ridiculement puissant. L'arbre est traversé comme du papier. Pendant ce temps, dans la capitale royale, Olin fait son rapport au roi. Il parle de Yuya et quand il raconte que la princesse lui a fait une proposition, le roi pète un câble, convaincu que Yuya a séduit sa fille. De retour à l'école, Yuya rêve éveillé en repensant au grimoire du sage, qui le mettait en garde contre la magie. Les techniques qu'il apprend sont même rares dans l'autre monde. Le professeur rappelle qu'ils partiront en camping la semaine suivante et forment des groupes de 4. Yuya est mise avec Kaide, Akira et une fille nommée Rin. Kaide est tout excité pour la sortie, mais Yuya avoue ne pas avoir de matériel. Kaide propose d'aller faire des emplettes, direction le centre commercial où Shingo est étonné de voir Kaori les rejoindre. Ryo n'en revient pas que Yuya soit amie avec Kaori. La plupart la trouvent intimidante du fait qu'elle est la fille du directeur, mais elle leur dit simplement de la voir comme une élève normale. Yuya se demande où est Akira. Shingo explique qu'il n'a pas pu venir. Ils entrent et aident Yuya à choisir un sac à dos, puis décident de traîner et finissent de par aller à la salle d'arcade. Shingo s'excite en voyant son perso favori dans une machine à pince, mais avoue être nul. Yuya tente sa chance, utilise son détecter faiblesse, trouve le point vulnérable et rafle la figurine du premier coup. Kaide lui demande de lui gagner un chat. Il réutilise son talent et l'obtient facilement, puis empoche des lots pour tous. Kaori avoue que c'était sa première fois en arcade et le remercie pour les cadeaux. Les filles partent en faire du shopping de fringues, les gars prennent une pause et vont au café. Yuya savoure ce premier vrai moment entre amis quand une alarme sonne. On annonce un incendie et il faut évacuer. Yuya s'inquiète pour les filles, pensant que le feu est peut-être plus près d'elle. Arrivé à l'escalier, il demande à un homme s'il a vu ses amis et Ryo reçoit un appel de Kaide. Elles sont toujours coincées à l'étage. Yuya monte les escaliers en courant, pensant à ses amis, et atteint l'origine du feu. Les sprinklers ne suffisent pas, alors il se dit qu'il est temps d'utiliser sa magie. Il enveloppe son corps d'une couche d'eau et traverse les flammes. On voit les filles inconscientes à cause de la fumée. Yuya se précipite vers elles et arrive juste à temps, se demandant s'il reste d'autres personnes. Il active son pouvoir de détection pour scanner le bâtiment. Apparemment, elles sont les seules. Il protège les filles avec sa magie, mais le feu repart de plus belle et il craint qu'elles ne s'en sortent pas. Dehors, Ryo et Shingo observent et préviennent les pompiers que leurs amis sont à l'intérieur, mais il n'y a rien à faire tant que l'incendie n'est pas maîtrisé. Yuya cherche une sortie quand le toit s'effondre et, en esquivant,
Kaori laisse tomber le cadeau qu'il lui a offert. Il se retrouve devant une impasse et comprend qu'il n'y a pas d'autre issue. Alors il utilise sa magie pour briser le bâtiment et se frayer un passage. Tout tremble, mais Yuya parvient à sortir avec les filles. Les pompiers soignent les filles et le réprimandent pour son imprudence. Le père de Kaori arrive pour le remercier de sauver encore sa fille et Yuya lui rend l'épingle loutre qu'il avait trouvée. Kaori serre son père dans ses bras, Yuya songe à ce qu'est une vraie famille et réalise qu'il n'en a pas vraiment, mais en rentrant Night court vers lui et il comprend qu'ils sont une famille. Yuya réfléchit à d'autres usages de la magie, se rappeler que la magie n'est que la matérialisation de son imagination, et il imagine voyager, se concentre sur sa destination et ouvre un portail qui l'emmène au cœur d'une forêt sombre. Il est enthousiaste que ça fonctionne, mais constate qu'il ne peut apparemment y aller que dans des lieux qu'il a déjà visités. Il se dit toutefois qu'il pourra s'en servir pour rentrer nourrir Night, même pendant les voyages scolaires. Ils en profitent pour explorer encore et découvrent une grotte peuplée de gobelins. Mais sa légendaire épée les écrase. Il récupère plein d'objets rares qu'il range grâce à son pouvoir de stockage et il trouve que leur travail d'équipe avec Night s'améliore. Ils quittent la grotte, Yuya propose de s'arrêter pour la journée, mais Night est triste et veut continuer. Yuya répond qu'il doit rentrer se préparer pour le voyage scolaire et soudain, Night prend la poudre d'escampette. Yuya le suit et Night semble détecter quelque chose devant, alors Yuya active son invisibilité pour avancer prudemment et tombe sur une fille blessée entourée de gobelins. Yuya veut la sauver mais Night le retient. Le gobelin d'élite abat un arbre, des fils gênent l'attaque et la fille frappe, coupant le bras du gobelin. Yuya s'interroge sur ses fils quand les gobelins sautent sur elle. Elle repousse avec ses fils, mais l'élite l'atteint et la met KO apparemment. À l'approche du gobelin, Yuya surgit et, avec Night, élimine les gobelins, mais une horde arrive, alors Yuya utilise son fouet divin qui enchaîne et écrase tout d'un coup. Il trouve l'arme trop cheatée, multi-cible et inratable. Après le combat, il hésite sur ce qu'il va faire de la fille. Il pense la ramener chez lui, mais Night n'est pas d'accord. Il ne veut pas la laisser, mais elle se réveille en sursaut, surprise d'être portée, puis tombe. Yuya lui propose son breuvage guérisseur qui soigne instantanément toutes ses blessures. La fille, étonnée de l'effet, veut savoir qui il est. Yuya se présente et présente Night, mais Night se montre hostile envers elle, ce qui intrigue Yuya. On apprend que la fille s'appelle Luna, elle s'entraînait en forêt, surprise par le gobelin d'élite, et s'est retrouvée en difficulté. Elle demande ce qui leur est arrivé, et Yuya répond qu'il les a éliminés. Elle demande ce qu'il fait dans la forêt, il dit qu'il s'entraînait aussi, ce qui la surprend. Comme c'est lui qui l'a porté, Luna s'excuse d'être toute crasseuse et en sueur, mais Yuya la rassure. Elle cherche une rivière pour se rincer. Yuya sort sa baignoire portable et monte la garde dehors. Luna n'en revient pas d'un objet si rare. Il explique l'avoir obtenu d'un cerf de cristal et elle est impressionnée. Yuya pense que c'est normal dans la forêt sombre, mais Luna révèle qu'elle est là sur la demande d'un client, bien que Yuya n'entende pas, et elle lui demande de l'accompagner pour son entraînement. Comme ils s'entraînent tous les deux dans la forêt, elle veut le faire avec lui. Yuya se sent mal à l'idée de la laisser seule, il accepte donc et on les voit s'entraîner ensemble, s'aidant mutuellement. Ils progressent tous les deux. On voit Luna abattre un gobelin avec ses filles. Yuya la félicite d'avoir battu un élite. Elle répond qu'il lui reste du chemin, qu'elle doit encore devenir plus forte pour accomplir sa mission. Yuya lui dit qu'il doit partir, essayant d'expliquer qu'il a une sortie scolaire. Ça ne convainc pas vraiment Luna. Il s'excuse, elle le remercie pour toute son aide. Après leur dernier entraînement, Yuya se détend dans un bain, mais Luna le rejoint d'un coup pour partager. Il rougit, elle se blottit contre lui et lui dit combien ces moments ont compté pour elle, qu'elle les gardera précieusement.
Elle le remercie encore et propose de lui laver le dos, mais sa serviette glisse et Yuya devient tout gêné. La classe part ensuite en sortie et on voit Yuya jouer aux cartes avec ses amis. Kaede dit qu'il a l'air fatigué et Yuya avoue ne pas avoir beaucoup dormi la veille. Yuya gagne la partie et tout le monde n'en revient pas, 5 victoires d'affilée. Yuya pense que c'est juste de la chance. Il décide de faire une sieste et suppose qu'il a gagné parce qu'il a mis beaucoup de points en chance, se demandant si l'incident avec Luna n'était pas dû à la même bonne étoile. On réveille Yuya à l'arrivée. Les élèves se changent et le prof annonce qu'ils vont camper 2 jours et doivent survivre avec ce que la nature offre, rappelant qu'il y a des poissons dans la rivière et des plantes comestibles. Kaede s'inquiète que certaines plantes soient toxiques, mais Sawada précise que l'infirmière de l'école est de garde. Les élèves la trouvent flippante, ils entendent toujours des cris venant de son bureau. Akira pense qu'ils peuvent tenir sans manger une journée, mais Sawada dit que tout ça fait partie de leur leçon, que c'est une compétition entre classes. Yuya demande s'il y a une récompense et Sawada avoue que ça touche sa prime, alors elle leur dit de faire de leur mieux, mais les élèves restent peu impressionnés. Les élèves sont laissés dans la forêt, Yuya se demande par quoi commencer. Akira croit que survivre sera facile, mais les 3 autres l'ignorent, le prenant pour un idiot. Rin propose que Yuya et Kaede aillent pêcher pendant qu'elle et Akira cherchent des plantes comestibles. On voit tout le monde au bord de la rivière et Kaede grogne qu'ils ont été trop lents. Ils aperçoivent Ryo près de l'eau. Il les prévient que les bons spots sont déjà pris. Kaede suggère d'essayer autre chose, mais Yuya active son sens et trouve finalement une place libre. Il y a plein de poissons, mais Kaede trouve l'eau trop peu profonde pour une canne. Yuya a un autre plan et il entre dans l'eau. Il se dit que face aux monstres de la forêt sombre, les poissons sont plus lents. Se rappelant les leçons de Luna sur la lecture du comportement, il attrape un poisson à la main. Kaede est épaté et Yuya enchaîne pêchant tous les poissons. Les autres le prennent pour un fou, Kaede trouve qu'il en a pris trop et Yuya admet s'être emballé en pensant remercier Luna pour ses conseils. Pendant ce temps, dans la zone sombre d'une ville, une boutique remplie de marionnettes apparaît. Luna manie ses fils, tranche toute leur tête et note que son pouvoir s'est amélioré. Elle repense à son temps avec Yuya, mais on apprend qu'elle est en réalité une tueuse à gages et qu'elle tue depuis son enfance. Pourtant, Yuya lui paraît différent, elle regrette de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, se demandant si sa vie aurait été autre, mais elle sait qu'elle doit l'oublier car on la surnomme la chasseuse de tête et elle se prépare pour sa prochaine cible. Yuya et Kaede retrouvent Rin en lui montrant leur butin. Elle est surprise d'apprendre que Yuya a pêché tout ça à main nue. Yuya cherche Akira, allongé par terre, qui se plaint que Rin l'a utilisé pour tester des champignons vénéneux et comme appât pour attirer les ours. Yuya s'inquiète pour lui, vérifie ses constantes pour voir s'il a été empoisonné, puis se rassure en voyant qu'il va bien. Rin et Akira montrent toutes les plantes qu'ils ont ramassées et Yuya les évalue une par une, écartant quelques champignons toxiques. Ils vont montrer leur récolte au bâtiment pour la faire contrôler par le professeur et on voit d'autres élèves se faire inspecter pour déceler des poisons. Yuya croise Kaori qui lui demande comment va son équipe. Ils discutent de leur ressenti sur l'expérience jusqu'à ce que l'équipe de Kaori l'appelle. Akira est surpris de leur complicité et envie secrètement d'être plus comme Yuya. L'équipe montre sa prise à Sawada qui les félicite d'être la première à rapporter autant de nourriture comestible. Elle s'enthousiasme pour sa prime, mais précise qu'ils seront aussi notés sur leur cuisine. Elle demande qui compte cuisiner et tous regardent Yuya. Sawada l'encourage en lui disant que sa prime dépend de lui, mais Yuya pense qu'elle pourrait quand même être un peu moins transparente sur ses motivations. Yuya commence à préparer le repas grâce à ses années seules et à la cuisine dans l'autre monde. Il parvient à concocter un plat assez impressionnant. L'équipe attaque et Yuya attend leur réaction quand Sawada arrive un peu éméchée, surprise par ce qu'il mange. Elle goûte elle aussi. Yuya stresse en attendant leur avis, mais tout le monde trouve le plat incroyable. Sawada avoue que même si l'école a des chefs de premier ordre, sa cuisine est meilleure, se demandant comment c'est possible.
Yuya repense qu'il n'a cuisiné que pour lui-même quand il était seul, mais il est heureux de voir les autres se régaler. Après le repas, Sawada lui demande de l'épouser, ce qui choque tout le monde. Elle explique qu'elle ne sait ni cuisiner ni faire le ménage parce qu'elle était obnubilée par ses recherches et n'a jamais eu de relation. Après avoir goûté sa cuisine, elle le trouve parfait et lui demande de l'épouser et de prendre soin d'elle. Tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée, Kaede allant jusqu'à traiter Yuya d'incapable. Cela fait douter Yuya de sa valeur, mais Sawada insiste pour l'épouser et dit qu'elle l'attendra. Yuya devient nerveux, trouvant ça déplacé puisqu'elle est sa prof, mais il lui dit qu'il la trouve bonne enseignante. Sawada, ravi, l'étouffe contre sa poitrine tandis que Kaede essaie de le tirer et Akira se dit qu'il a décroché le jackpot. Plus tard dans la nuit, Yuya se téléporte chez lui pour voir Night. Avec de la bouffe de son stock, il lui prépare vite fait un dîner. En le regardant manger, il se dit qu'il aime faire plaisir avec son cuisine. Il retourne au camp où tout le monde prend sa douche ensemble. Tous le regardent. Yuya se demande ce qui se passe. Akira fait remarquer que son corps est ridicule et Yuya se demande ce qui cloche. Mais Akira n'en revient pas. Il est canon et super musclé. Pendant ce temps, dans les toilettes des filles, Rin taquine Kaede en disant que tous les garçons doivent craquer pour elle jusqu'à ce qu'elle croise Kaori et mentionne que Sawada voulait épouser Yuya. Kaori est surprise d'apprendre ça et les filles trouvent que Sawada a un sérieux avantage. Kaede semble décidé à tenter sa chance avec Yuya. Kaori s'interroge sur ses propres sentiments puis les balaie vite d'un non. Rin la trouve trop évidente, mais Kaori se demande plutôt quel type de fille plaît à Yuya. Le lendemain matin, certains élèves découvrent leurs affaires saccagées et pensent à un voleur. Akira a l'air inquiet pendant que Yuya vérifie que tout est là. Le groupe part chercher le petit déjeuner, mais Akira prend peur en voyant des griffures sur un arbre. Yuya se rappelle qu'Akira disait les attirer pour éloigner les ours et comprend la situation. En scrutant les environs, un ours surgit devant les filles et elles s'enfuient en hurlant. L'ours se met à les poursuivre, semant la panique parmi les élèves. Sawada ordonne au groupe de se mettre à couvert. L'ours fonce dans une table et Sawada leur crie de se mettre en sécurité. En fuyant, Sawada chute et l'ours bondit sur elle, mais Yuya se jette devant. Il se bat avec l'ours, le projette au sol et le met KO. Il s'assure que Sawada va bien, qui dit qu'elle lui aurait normalement fait la leçon sur se battre contre un ours, mais comme il lui a sauvé la vie, elle le laisse passer. Elle propose même de l'épouser encore, proposition qu'il décline poliment. Yuya se demande ce qu'ils vont faire de l'ours. Kaori explique qu'ils vont en faire un ours de garde, et si jamais il attaque encore des gens, ils le mangeront, et l'ours a l'air de comprendre. Donc le problème est réglé, et le camping se termine. De retour chez lui, on voit que Yuya doit rencontrer le roi de l'autre monde et Lexia l'accompagne en chemin pour le retrouver. Il tombe sur un groupe de démons dans la forêt, mauvais présage si Lexia croise ces types, alors il décide de les neutraliser. Night en blesse un, Yuya lance sa lance, mais le démon la rattrape. Il change donc d'arme pour un marteau qui écrase complètement le démon et nettoie les alentours, ce qui le laisse une fois de plus admiratif devant les armes du sage. Le démon laisse tomber un casque bizarre, il l'essaie, un lapin étrange l'observe en pensant que c'est lui, mais le groupe de Lexia arrive. Owen s'inquiète en le voyant, Yuya comprend que c'est à cause du casque, il l'enlève vite et tout le monde est soulagé. On lui demande s'il est prêt à voir le roi et on l'invite officiellement au palais, quand soudain un chevalier saute sur Lexia, un arbre tombe et Yuya le fend en deux. Yuya remarque les fils que Luna utiliserait et comprend que Night protégeait la princesse. Owen se demande ce qui se passe, on voit Luna maudire son échec. Alors qu'elle tente de fuir, Yuya l'attaque et elle s'évanouit. Yuya est surpris que ce soit vraiment Luna. Lexia arrive et se demande qui elle est. Il explique que Luna a essayé de l'attaquer et réalise que Night savait depuis le début. Yuya demande à soigner ses blessures et à la ramener chez lui pour lui parler parce qu'il ne veut pas croire qu'elle soit mauvaise. Lexia accède à sa demande, Owen arrive en courant pour lui dire de ne pas partir seule, mais elle répond qu'elle va rendre visite à Yuya. Yuya demande si elle est sûre.
Lexia avoue être curieuse de savoir pourquoi on l'a attaqué et quelle relation il a avec elle. Yuya décide donc de se téléporter pour rentrer plus vite, laissant Owen derrière. Lexia est surprise par la téléportation. On attend que Luna se réveille. Yuya raconte comment il a rencontré Luna dans la forêt et comment ils se sont entraînés, mais Lexia s'intéresse surtout au sort de téléportation qu'il a utilisé pour revenir. Yuya dit qu'il a juste pensé utiliser la magie pour se déplacer et a fini par l'inventer. Lexia n'en revient pas et lui rétorque que la téléportation, c'est du folklore. Personne n'a jamais été confirmé capable de ça. Elle le prévient que si quelqu'un découvre qu'il peut se téléporter, ça pourrait déclencher une guerre, alors il doit promettre de ne pas l'utiliser devant des gens sans réfléchir. Puis elle interpelle soudain Luna en lui demandant depuis combien de temps elle compte faire semblant de dormir. Luna se lève, prise sur le fait, et Lexia remarque que Yuya savait aussi qu'elle faisait semblant, mais qu'il a joué le jeu par gentillesse. Lexia lui demande son histoire, mais Luna répond qu'il n'y a aucune raison et lui suggère de la tuer. Mais Yuya veut connaître son histoire aussi, alors Luna raconte qu'elle était orpheline, survivait en fouillant les poubelles, jusqu'à ce qu'un homme l'accueille, lui apprenne à lire, écrire et à assassiner, puis qu'elle rejoigne la Guilde Noire. Yuya, curieux, demande ce qu'est la Guilde Noire. Lexia explique que c'est une organisation qui organise toutes sortes de crimes. Luna ajoute qu'elle a accompli d'innombrables assassinats et qu'on l'a surnommée même la chasseuse de têtes. Lexia est surprise d'entendre ce nom, elle en a déjà entendu parler. Et Yuya se demande si Knight le savait depuis le début. Il comprend alors pourquoi Knight avait été agressif avec elle au début. Luna avoue qu'on l'avait envoyée pour assassiner Lexia, mais qu'elle a échoué et que sa mort est désormais certaine. Soit elle sera exécutée, soit la Guilde Noire enverra des tueurs pour la liquider. Yuya s'inquiète pour elle, mais Luna se demande pourquoi ils s'en préoccupent vu le peu de temps passé ensemble. Yuya répond que même si c'était bref, ça comptait pour lui et il la considère comme une amie. Luna pense qu'il est déjà trop tard pour elle, mais Lexia l'interrompt en lui proposant de travailler pour elle et de devenir sa garde du corps. Luna, incrédule, demande ce qu'elle raconte et Lexia explique que seules elle et Yuya savent pour la tentative d'assassinat qu'ils peuvent de garder le secret et qu'en étant garde de la princesse, la guilde aurait plus de mal à l'atteindre. Luna se traite de folle, se proclamant criminelle en repensant aux gens qu'elle a tués et aux mains tachées de sang. Lexia, elle, lui dit qu'elle a de jolies mains, s'étonne de leur douceur et ajoute que c'est grâce au bain que Yuya lui a donné. Elle continue de décliner, mais Lexia la sermonne. Comme elle a échoué à la tuer, c'est elle la perdante et maintenant elle doit obéir à ses ordres. Luna n'a d'autre choix que d'accepter la mission. Pendant ce temps, on voit Owen et ses soldats fuir des gobelins. Ces hommes n'en peuvent plus. Ils doivent se battre en retraite et confier la protection de Lexia à Yuya. Luna n'en revient pas, pensant que Lexia est une tyran, mais pour son premier ordre, elle veut en savoir plus sur le bain de Yuya. Luna explique qu'il possède un objet rare capable de créer un bain n'importe où, parfait pour soigner la fatigue et en prime, bon pour la beauté. Lexia trouve ça incroyable et exige de l'essayer. Elle décide de prendre le bain avec Luna, invite Yuya à les rejoindre, mais lui refuse, gênée, ce que Lexia regrette en disant « quel dommage ». Les filles se détendent dans le bain et trouvent ça relaxant, puis Lexia demande brusquement si Luna aime Yuya. Luna répond qu'ils sont juste amis, mais Lexia insiste qu'elle voit bien qu'elle l'aime. Luna nie et accuse son imagination. Lexia lui expose alors son plan, l'épouser. Luna s'oppose. Lexia rétorque que s'ils ne sont que des amis, cela ne devrait pas poser problème et Luna reste incertaine sur ses sentiments. Soudain, Lexia proclame la guerre. Elle est bel et bien amoureuse de Yuya. Donc elles vont se battre pour lui et celle qui l'épousera sera la gagnante. Luna, confuse, finit par accepter en imaginant Yuya emporté par quelqu'un d'autre. Elle veut le garder pour elle et Lexia décrète qu'à partir de maintenant, Luna sera à la fois sa garde et sa rivale. Après le bain, Yuya propose de préparer le dîner. Lexia se porte volontaire pour cuisiner, mais peine à couper une simple pomme de terre, perd son couteau et manque de provoquer un accident. Yuya finit par cuisiner à sa place. Les filles trouvent le repas délicieux. Lexia le complimente et Luna, jalouse, demande à Yuya de la nourrir en prétextant qu'elle a du mal à bouger à cause de blessures encore fraîches. Yuya, se rappelant la force de son coup, accepte.
Pendant qu'elle mange, Luna lance un sourire à Alexia qui, jalouse, exige aussi qu'on la nourrisse. Yuya dit qu'elle n'est pas blessée, mais Lexia use de son autorité princière pour lui ordonner de le faire. Il n'a pas le choix. La nuit, les filles dorment ensemble et Yuya, épuisé, trouve que c'était un bon moment. Le lendemain, il retrouve Towen et sa troupe et Yuya s'excuse de l'avoir laissé derrière. Il présente à nouveau Night à ses compagnons. Owen le remercie d'avoir sauvé Lexia la veille, puis s'interroge sur l'identité de Luna. Lexia explique crûment qu'elle était une assassine venue la tuer, mais qu'elle travaillera désormais comme sa garde. Tout le monde est abasourdi, et Luna n'en revient pas d'avoir craché son secret si vite. Owen la cerne aussitôt, mais Lexia lui ordonne de se calmer. Il refuse, méfiant, jusqu'à ce que Lexia rappelle qu'ils ont dormi ensemble. Si Luna voulait la tuer, ce serait déjà fait. Owen finit par céder à contre-cœur en précisant qu'ils la surveilleront. Yuya les interrompt brusquement, il ne peut plus les accompagner au palais, ils ont perdu une journée de route en restant à la maison. Il n'a pas le temps de faire le voyage maintenant, il doit retourner à l'école. Owen lui conseille de revenir quand il en aura l'occasion et lui indique la route vers un village où il trouvera des indications pour la capitale. Lexia lui fait ses adieux en le priant de revenir vite. Luna subitement se jette sur Yuya, l'embrasse et le remercie pour tout. Lexia, dévastée, exige de revenir pour l'embrasser elle aussi, mais Anne fait semblant de ne pas entendre et poursuit son chemin. Yuya repense au baiser, se demande si elle l'aime, puis prend un bain pour se détendre. Il découvre soudain une créature qui s'est faufilée et reçoit une notification. Il vient de la dompter. La créature paraît perplexe mais sans contente et Yuya pense consulter ses statistiques. Son talent d'évaluation a monté d'un niveau lui permettant de voir les compétences qu'elle possède. Il remarque une compétence appelée Terre Sacrée et veut tester. La créature crée un champ lumineux autour d'eux qui semble donner un bonus à Yuya. Impressionné, il décide de lui donner un nom. En regardant son apparence, il l'appelle Akatsuki. Night lui rappelle l'heure et Yuya fonce à l'école où, en cours, Sawada annonce une compétition de bal dont les résultats toucheront sa prime. Elle exhorte la classe à donner le meilleur d'elle-même. Le premier événement, c'est le foot et la classe se divise en deux équipes. Yuya joue gardien parce qu'il connaît pas vraiment les règles. Quand le match commence, Ryo est une bête. Il affronte l'équipe adverse tout seul et marque même un but. Kaed est impressionnée, mais Rin lui révèle qu'elles ont une deuxième arme secrète. Elle lui dit de sauter. Elle se met à bondir, tous les garçons sont distraits, et Akira en profite pour chipper le ballon à Ryo. Akira reprend confiance, et Rin réalise que son plan lui a échappé. Akira traverse tout le monde, tire au but, mais Yuya arrête la frappe en un instant, laissant tout le monde bouche bée par son mouvement. Il se demande quoi faire du ballon, et Ryo lui crie de lancer aussi fort qu'il peut. Yuya tente le tir, et le jette directement dans le but adverse, se demandant tout penaud s'il vient de marquer. Après les cours, une agence de mannequins l'aborde pour le recruter dans le milieu, mais il refuse poliment sur le champ. La responsable est stupéfaite qu'il ne soit pas intéressé. Yuya répond qu'il est déjà bien heureux à l'école. Miyu arrive pour le convaincre aussi, et ses amis sont surpris qu'ils connaissent un modèle. Yuya explique qu'il a juste travaillé avec elle une fois. On leur montre même la couverture d'un magazine à paraître où ils posent ensemble. Une affiche pour leur compétition sportive tombe soudain tout près et Kaori se met à la courir après. La responsable a alors une idée, faire un article sur le lycée et photographier Yuya pendant l'événement. Elle part demander l'autorisation à l'école. Dans l'autre monde, Yuya terrasse un squelette monstre, mais a l'impression de ne pas avoir vraiment gagné en puissance. Il s'enfonce plus loin dans la forêt et trouve une zone d'arbres noirs et durs, impossible à entamer par des attaques normales. Il se demande d'un coup comment Akatsuki est devenu si gros, mais Akatsuki est juste derrière lui et un sanglier en mithril l'attaque. Yuya tente de se soigner, mais le sanglier lui retombe dessus. Il pense être dans la gêne, le sanglier fonce, puis il est projeté au loin. Un étrange lapin apparaît. Il se présente comme Usagi et Yuya reste scotché. Un lapin qui parle vraiment ? Le sanglier se relève, mais Usagi l'anéantit en un clin d'œil et Yuya est stupéfait qu'il ait même détruit les arbres alentours. Il regarde ses caractéristiques.
Ce lapin est surpuissant, truffé de titres. Yuya le remercie de son aide et le lapin lui demande de lui montrer son coup de pied. Yuya l'exécute, Usagi voit du potentiel et lui montre un coup qui traverse plusieurs arbres, puis il commence à entraîner Yuya à faire pareil. Au bout d'un moment, Yuya parvient à fendre un arbre puis passe au sparring avec Usagi. Yuya se demande pourquoi on le forme et Usagi avoue qu'il veut en faire son successeur. Il explique qu'on l'appelle un divin et qu'il doit transmettre ses techniques. C'est un titre pour ceux qui maîtrisent un domaine. Lui est le divin des coups de pied. Il protège le monde contre les villes, des êtres incarnant les mauvais aspects du monde. Yuya demande s'il peut refuser d'être disciple et Usagi dit que oui, il a le choix. Mais le combat contre les villes est inévitable, donc il faut des alliés. Yuya préférerait ne pas devenir un divin, mais il pense à protéger Night et Akatsuki, alors il hésite. Usagi décide malgré tout de continuer l'entraînement et lui demande d'apprendre la magie vu sa barrière impressionnante. Yuya sait que c'était l'œuvre des sages, mais ils conviennent d'un échange de savoir. On voit Yuya poursuivi par le roi sanglier Métril. Usagi trouve que c'est l'occasion d'une revanche. Yuya lutte et grâce à ses coups de pied combinés au fouet, il finit par le vaincre. Yuya fête sa victoire et découvre qu'il a looté plusieurs objets rang SS. Usagi explique qu'il existe des monstres rang SSS et EX et que les villes légendaires sont encore plus puissants. Soudain, Yuya reçoit une notification d'évolution et se met à luire. Son apparence reste la même, mais il gagne de nouvelles compétences. Le lendemain, il participe au tournoi de ping-pong et le chef lui demande d'offrir du spectacle. Son adversaire est en fait le champion national surnommé le Sniper qui sert un coup dévastateur que même Yuya ne parvient pas à renvoyer. Mais comparé au sanglier, Yuya renvoie facilement la balle suivante, allant jusqu'à percer la table. Il abandonne le match pour ne blesser personne et les photographes râlent, il allait trop vite pour eux. Kaid entraîne Yuya pour jouer au volley car un de leurs joueurs est blessé et la chef les suit. Dès le début du match, tout le monde est sous le choc, le ballon éclate et le terrain est complètement détruit. L'équipe adverse abandonne sur le champ et la chef découvre qu'ils ont encore raté le tir parce que les photographes étaient distraits par quelque chose. Kaid rassure Yuya en disant qu'une victoire reste une victoire, puis un cri retentit. Ils aperçoivent Kaori et Yuya se demandent ce qui se passe. On voit son coéquipier emporté qui prévient Yuya de faire attention aux vagues. Yuya prend sa place au tennis et ses adversaires lui disent qu'il va aussi avoir besoin de soins. Le match reprend et Kaori sert. La balle frôle Yuya et sort. Il essaie de l'encourager. Elle sert à nouveau mais jette sa raquette 7 fois et Yuya comprend que c'est Kaori qui a mis l'autre élève hors de combat. Connaissant la situation, Yuya prend le relais, enchaîne toutes les frappes et porte l'équipe. Kaori tente d'aider mais jette encore sa raquette, manque de tomber. Yuya la rattrape et la chef arrive enfin à placer un coup. À la fin de la journée, Kaori raccompagne Yuya et le remercie. Elle veut l'inviter à manger mais Yuya répond qu'il est déjà heureux d'être avec elle. Inutile de le remercier sauf que Kaori l'embrasse sur le cou. Pendant ce temps, on voit Usagi se battre contre une des villes. Il se défend avec de la magie et la fille est surprise parce qu'il n'aurait pas dû pouvoir utiliser des pouvoirs. Il remercie Yuya de lui avoir appris et la fille revoit ses priorités. Yuya devient une menace plus grande, elle part donc le chercher pour s'occuper de lui en premier. La chef de l'agence feuillette le prochain numéro et jubile devant toutes les photos de Yuya. Elle se dit que le magazine va cartonner, mais sa subordonnée craint que toutes les autres agences s'intéressent à Yuya. La chef, elle, n'est pas inquiète, elle a visiblement un plan pour faire en sorte que Yuya ne puisse pas refuser de les rejoindre. De retour chez Yuya, lui et Kaori révisent ensemble. Yuya la remercie pour l'aide en maths, elle répond que ce n'est rien puisqu'il lui apprend aussi l'anglais et Yuya attribue plutôt ça à sa bonne compréhension des langues qui rend l'anglais facile. Dans un flashback, on les voit rentrer ensemble, leurs examens approchent, Yuya s'inquiète de ses notes et Kaori, étonné qu'il ait des faiblesses, avoue que c'est elle qui a proposé de réviser ensemble.
Elle rencontre Akatsuki pour la première fois et trouve ces deux animaux trop mignons en train de dormir. Elle demande où sont les toilettes et après son départ, Yuya se demande si elle saura les retrouver. Kaori se retrouve devant la porte vers l'autre monde, Yuya la suit. Elle dit s'être sentie appelée par la porte et Yuya, nerveux, lui explique qu'elle mène à un autre monde et lui propose d'y glisser la main. Sa main bute contre une barrière, Yuya explique que seuls les gens qui l'autorisent peuvent passer. Kaori s'interroge sur l'autre monde et il lui montre que c'est un monde de monstres et de magie en faisant quelques tours. Kaori est stupéfaite. Yuya précise que c'est grâce à cet autre monde qu'il a appris des compétences, ce qui lui a permis d'affronter les voyous qui attaquaient l'école et de sauver tout le monde lors de l'incendie au grand magasin. Kaori trouve ça incroyable. Yuya propose de la faire visiter l'autre monde, prend sa main et il traverse. Elle est surprise qu'il y ait vraiment un autre monde et il lui dit que Night et Akatsuki viennent de là. Il explique que Night est un Fenrir, un peu comme un loup, et qu'Akatsuki ressemble à un cochon, ce qui blesse Akatsuki. Puis la fenêtre de statut de Kaori apparaît. Ici, les capacités se voient en stats. Il est surpris de voir que ses stats de départ sont bien plus élevés que les siennes, se rappelant qu'il n'avait qu'un point partout. Il raconte comment il a monté de niveau ici et que son apparence a complètement changé, donnant l'impression d'avoir triché, sinon il n'aurait pas été accepté. Mais Kaori change de sujet et veut explorer davantage. Yuya prévient que c'est dangereux hors de la barrière de sa maison, mais promet une autre visite. Elle lui fait promettre en entrecroisant les petits doigts. Il lui demande de garder son secret, créant une complicité qui la rapproche. Pendant ce temps, à la capitale, Lexia rentre au palais et le roi s'interroge sur l'absence de Yuya avec eux. Owen explique qu'ils ont dû changer leur plan et le roi soupçonne que tout cela a un rapport avec Luna. Luna avoue aussitôt avoir tenté d'assassiner Lexia. Le roi saisit son épée pour la condamner, fond sur elle, puis s'arrête, admirant sa finesse. Elle a neutralisé ses bras en comprenant que sa lame traverse tout ce qui l'arrête. Lexia fulmine contre son père, lui disant que c'était son choix de la prendre comme garde et qu'elle le haïra s'il la blesse. Le roi, anéanti, finit par reconnaître Luna comme l'une des gardes de sa fille. Après quoi, le roi interroge Owen sur Luna. Celui-ci raconte qu'on l'appelait chasseuse de tête de la guilde des ténèbres. Le roi demande le lien avec Yuya et Owen explique que c'est Yuya qui l'a capturée et ramenée chez lui avec Lexia. Mais à l'idée que Lexia ait passé la nuit chez un homme, le roi part en furie, jurant de couper Yuya en deux. Owen assure que rien n'est arrivé, mais le roi rétorque qu'on ne peut en être sûr s'il n'était pas là. Pendant ce temps, on retrouve l'homme masqué qui a tenté de tuer Lexia. C'est en fait le premier prince Rhaegar. Son subordonné lui rapporte qu'un noble influent a engagé Luna pour l'assassinat, mais Yuya a tout gâché et elle est même devenue garde de Lexia. Le subordonné ajoute que Yuya a été invité au palais, ce qui donne une idée à Rhaegar. Il remet à son homme son arme secrète, une barrière magique de scellement capable de neutraliser toute magie dans son périmètre. Elle rendra impuissants les mages qui gardent le roi, et alors il ne restera à gérer que Owen et Luna. Son homme craint qu'il ne soit démasqué si le plan échoue, mais Rhaegar pense qu'on pourra faire porter le chapeau à Yuya lors de sa visite. Yuya obtient un jour de congé supplémentaire après la compétition de l'Académie. Prévoit d'aller à la capitale, mais d'abord s'occupe des champs, abat un monstre mouton qui lâche plusieurs objets, dont une literie rare qui offre magiquement le meilleur sommeil. En route vers la ville voisine, Yuya découvre, surpris, qu'il y a des filles-chats dans ce monde. Il va à la guilde pour troquer, n'ayant pas d'argent ici. Le maître trouve son nom étrange et ne reconnaît pas d'où il vient. Yuya explique qu'il vient d'une petite île et le maître, à son allure, le prend pour un noble. Yuya jure qu'il est juste un gars ordinaire, mais le maître a du mal à le croire. Il se demande ce qu'il veut vendre et reste bouche bée en voyant la compétence boîte d'objets de Yuya. Yuya sort une poignée de piments et le maître est immédiatement ébahi par leur éclat. Il les examine et dit que c'est la meilleure qualité qu'il ait vue, alors que Yuya pense que ce sont juste des piments moyens du coin.
Le maître propose d'acheter le tout pour 100 pièces d'or et Yuya se demande si c'est beaucoup, avouant qu'il ignore la valeur de la monnaie du royaume. Le maître explique qu'une famille moyenne peut vivre confortablement avec 5 pièces d'or par an, donc 100 pièces suffirait pour 20 ans. Le maître lui donne aussi une carte de guilde servant d'identité et Yuya demande comment rejoindre la capitale. Le maître lui parle de la diligence qui y va directement et arrivé là, Yuya est stupéfait par la foule. Akatsuki pointe vers le palais et Yuya commence à s'inquiéter, craignant d'être hors de son élément. Il se rend au palais et est reçu par Owen qui lui dit qu'ils vont tout droit voir le roi, ce qui panique Yuya, mais Owen le rassure en disant que c'est seulement une audience informelle. On voit Lexia et Luna attendre dans la salle et Yuya rend hommage au roi. Ce dernier évoque aussitôt que Lexia lui a fait une proposition et s'emballe, accusant Yuya d'avoir séduit sa fille, mais Owen parvient à le calmer. Le roi n'est pas impressionné parce que Yuya n'a apporté aucun cadeau pour Lexia, alors Yuya sort prestement l'ensemble de literie qu'il a obtenu des moutons. Lexia est flattée, mais cela met le roi en colère qui croit qu'il tente de séduire sa fille sous ses yeux. Olin essaie d'intervenir en expliquant que Yuya ignore leurs coutumes et Yuya se demande ce qui se passe. Lexia précise qu'offrir de la literie signifie vouloir épouser la personne et partager son lit. Yuya réalise qu'il a fait une gaffe et le roi s'apprête à le faire abattre quand ils sont soudain attaqués par des assassins. Le roi ordonne aux gardes de tirer, mais l'un d'eux active la barrière magique du plafond, arrêtant les flèches. Les assassins attaquent, mais Yuya les met à terre, et avec Chevalier, il s'en débarrasse facilement. Lexia se blottit contre lui en le complimentant. Luna devient jalouse et essaie de l'éloigner pendant que le roi fusille Yuya du regard. Owen repère un emblème sur l'un des tueurs et ils comprennent que le prince aîné Rhaegar est derrière l'attaque. La nouvelle circule parmi les gardes et le roi s'est depuis retranché dans sa chambre. Yuya se demande quoi faire, on voit qu'Owen lui a demandé de garder Lexia en sécurité. Il va la chercher, hésite à entrer dans sa chambre, mais Lexia surgit et propose de faire le tour de la capitale puisque c'est sa première fois ici. Luna lui rappelle sa situation, mais Lexia raisonne que si son frère envoie d'autres assassins, il trahirait sa propre position. Luna approuve tout en sachant que Lexia cherche surtout à sortir. Luna dit qu'elle devrait rester au château et qu'elle pourrait montrer la ville à Yuya, mais Lexia refuse, ne voulant pas les laisser seuls. Owen propose alors de faire le guide pendant qu'elle reste au château, mais les deux filles déclinent. Finalement, les deux filles partent tandis qu'Owen les observe de loin. Lexia veut montrer les bijouteries à Yuya, Luna a d'autres idées et les deux se disputent à qui aura sa compagnie. Elles provoquent un remue-ménage, les passants les regardent en se disant que Yuya doit être quelque noble, flanqué de deux beautés. Il parcourt la ville et Yuya s'intéresse à la guilde des aventuriers. Il explique qu'il s'est inscrit à la guilde des marchands en route vers la capitale. Luna lui suggère de s'inscrire aussi à la guilde des aventuriers, vu qu'il chasse souvent, ce qui faciliterait l'échange de matériaux et lui permettrait de gagner de l'argent avec des quêtes. Luna décide de s'inscrire aussi, voulant partir en quête avec Yuya. Lexia n'aime pas l'idée, mais Luna propose qu'elle s'inscrive aussi. Lexia râle qu'elles restent ensemble, mais Luna la rassure. Yuya sera sûrement trop occupée pour faire des quêtes avec elle. Ils rencontrent la greffière Emilia qui leur remet les formulaires. Yuya commence à remplir le sien, mais une question demande quel type de magie il maîtrise. Il se rappelle que le sage lui a dit que les gens ici ne sont pas très avancés en magie, alors il décide de ne pas dire qu'il maîtrise tous les types, ni la téléportation. Il note juste vent, feu et eau. La question suivante porte sur la puissance magique. Emilia explique qu'ils utilisent une boule de cristal pour mesurer l'énergie magique. Yuya demande pourquoi il ne regarde pas la fenêtre de statut et Emilia répond que la plupart des aventuriers cachent leurs stats, donc on vérifie pour éviter les mensonges. Luna mesure son énergie, la boule s'illumine en jaune et elle ajoute qu'elle n'a jamais été très douée en magie. Quand Yuya mesure la sienne, tout le monde est choqué. La boule explose. Emilia pense à une erreur et le refait, mais le résultat est le même. Yuya s'excuse et se demande s'il doit payer, mais Emilia le rassure, tout va bien.
En lisant leurs fiches, Emilia est stupéfaite de voir qu'il peut utiliser 3 types de magie. Yuya s'inquiète et Emilia explique que maîtriser 3 éléments le rapproche des personnages de leur conte de fées. Lexia le trouve incroyable et Yuya est surtout soulagé de ne pas avoir inscrit toutes ses autres magies. Emilia insère les fiches dans une machine qui leur fabrique des plaques de guilde. Emilia précise que, en tant que nouveaux aventuriers, ils débutent au rang F. Yuya demande s'il y a des quotas de quêtes. Emilia dit qu'ils vont à leur rythme, mais prévient que pour les cueillettes, il faut faire attention à ne pas trop ramasser pour que la plante repousse. Ils vont voir le tableau des quêtes en se demandant par quoi commencer quand soudain une femme, Glenda, s'approche de Yuya. Elle veut faire équipe après l'avoir vue briser la boule, mais les filles tentent de la repousser, disant qu'elle a trop bu. La femme s'en va en espérant revoir Yuya. Lexia reconsidère l'idée d'entrer dans la guilde, jurant de le protéger des autres femmes, mais Luna lui rappelle d'abord Owen, qui a déjà du mal à la gérer. Ils partent sur le terrain et leur première mission est de ramasser des herbes. Yuya est surpris que son sens de détection lui donne même les instructions de cueillette. Luna galère à ne pas abîmer les racines et Lexia est juste heureuse de s'éloigner un peu de tout. Elle propose un concours avec Luna pour voir qui cueillera les plantes les plus précieuses et la gagnante aura droit à un rendez-vous avec Yuya pour toute la journée, mais Owen leur rappelle de ne pas surpiller la zone. Ils partent tous chercher, laissant Yuya seul. Il croit trouver une plante de guérison, Akatsuki veut l'aider mais lui tombe sur une espèce extrêmement toxique. Les filles reviennent avec leurs herbes, Yuya commence à les examiner quand Owen déboule en annonçant qu'on a localisé le premier prince et qu'il a besoin de l'aide de Yuya. Lexia et Luna repartent vers le château pendant que Yuya et Owen s'en vont. Ils arrivent non dans une maison abandonnée où tout semble calme. Owen suggère que le prince a peut-être déjà été capturé. Mais en entrant pour vérifier, un couteau frappe un des soldats. Il trouve que le prince menaçant la vie d'un garde et Yuya envoie Knight qui parvient à le sauver. Owen le cerne en ordonnant qu'il se rende, mais le prince refuse et les attaque. Soudain, il menace de se tuer, se croyant indigne. Owen est perdu et Yuya fonce pour l'en empêcher. Le prince tente d'attaquer Yuya mais se retrouve projeté au sol. Owen remercie Yuya et ils se préparent à embarquer le prince quand une énorme explosion fait voler la maison en éclats. Le prince est soulagé de revoir la fille du flacon. Elle analyse la situation et conclut qu'il a échoué, qu'il n'est donc plus utile. Il est abasourdi, pensant qu'elle voulait le faire roi, mais elle avoue qu'elle comptait l'utiliser pour déclencher des guerres et tuer un maximum de monde. Le prince comprend qu'on l'a dupé et la fille s'apprête à l'achever. Owen veut intervenir, mais une flèche le transperce. Yuya cherche d'où vient ce projectile tandis qu'elle les inonde de flèches. Owen se demande ce qu'elle veut vraiment. La fille révèle qu'elle vise l'éradication de l'humanité. Les chevaliers peinent sous la pluie de traits et elle semble même prédire leurs mouvements. La fille s'apprête à les éliminer, mais Yuya chasse toutes les flèches d'un souffle magique. Olin le remercie de les avoir sauvés et la fille réalise que c'est bien Yuya qu'elle recherchait. Elle veut l'affronter, mais elle réalise qu'elle a déjà trop puisé dans ses forces, alors elle décide de battre en retraite pour l'instant. Le prince est emmené et Yuya reste perplexe quant à l'identité de la jeune fille. Rhaegar est amené devant le roi. Les gardes lui retirent de masques et vêtements, révélant un corps balafré. Lexia a du mal à soutenir son regard. On découvre qu'elle est à l'origine de ses blessures, ayant un jour perdu le contrôle de sa magie et l'ayant blessé. Après avoir été arrosé par l'énergie magique de Lexia, il a fini par sombrer dans la folie, développant une pulsion destructrice. La seule façon d'apaiser cette pulsion était de s'infliger encore plus de dégâts. Il reproche au roi de ne pas l'avoir aidé et même de l'avoir isolé du public parce qu'il n'était plus apte à être premier prince. On l'a traité comme s'il n'existait pas et Yuya comprend ce sentiment. Rhaegar veut juste que sa souffrance cesse. Il supplie d'être tué. Yuya intervient soudain, prétendant pouvoir aider, et sort son élixir guérisseur. Rhaegar résiste un instant, puis ses cicatrices disparaissent complètement.
Tout le monde est sous le choc. Rhaegar se précipite devant un miroir, incrédule d'être guéri. Yuya explique que son jus vient d'une herbe universelle curative. Le roi, stupéfait, c'est une plante légendaire, remercie Yuya d'avoir utilisé un tel trésor pour sauver son fils. Mais Yuya le rassure. Pas de panique, il la cultive lui-même dans son jardin. Rhaegar éclate de rire, convaincu qu'avec tout ça, il a juste gagné un sursis avant la sentence. Lexia s'interroge sur les crimes commis. Le roi affirme qu'il a tenté plusieurs fois de tuer quelqu'un. Lexia, désireuse d'apaiser les choses, déclare que puisque la victime est elle, elle choisit de le pardonner. Le roi rétorque que ce n'est pas si simple. Rhaegar l'a aussi attaqué. Mais Lexia insiste pour qu'on lui accorde le pardon et le roi finit par céder. Rhaegar échappe à sa condamnation. Ensuite, le roi songe à la récompense pour Yuya. Lexia propose sa main, Luna offre aussi de l'épouser, mais le roi lui donne finalement le titre de chevalier seigneurial des terres et une demeure. Yuya monte se reposer dans sa chambre et s'endort aussitôt. Pourtant, il rêve d'un combat contre la mystérieuse jeune fille, se fait battre, puis se réveille en sursaut. Le lendemain à l'école, ses amis lui proposent de traîner, mais il part tout de suite après les cours, passant même en courant devant Kaori. En rentrant, il n'a qu'une chose en tête, cette mystérieuse fille. Il retourne dans l'autre monde, s'entraînant comme un fou pour être prêt à combattre les villes. Night perçoit quelque chose et ils se font soudainement attaquer. La fille apparaît et Yuya se demande pourquoi on l'attaque. La fille révèle qu'elle cherche à se venger et que Yuya pourrait gêner ses plans. Pendant ce temps, Kaori vient chez lui pour réviser, entre parce que la porte est ouverte et explore l'autre monde en espérant le trouver, puis entend des explosions au loin. La fille lance ses flèches sur Yuya, il fonce avec Night et parvient à lui asséner un coup de pied suivi par Night. Elle est impressionnée et décide qu'il faut l'éliminer avant qu'il ne devienne plus fort. Elle ouvre le feu, Yuya aperçoit Kaori dans le secteur. Kaori panique, il tente de la protéger et ça provoque une explosion. La fille s'apprête à l'achever avec son attaque la plus puissante quand Usagi surgit et la stoppe. Il s'excuse d'être en retard, explique qu'il enquêtait et qu'il a appris que la fille s'appelle Yuri. Il a aussi découvert qu'elle est la disciple de l'archer divin. Yuri annonce que son maître a été tué et qu'elle cherche à venger sa mort. Elle affirme que Yusaki arrive toujours trop tard, que son maître protégeait les humains, mais a été trahi par eux. Yusaki réplique que leur rôle de divin est de combattre les villes et que détruire le monde serait briser le pacte avec la planète. Mais Yuki rétorque qu'elle n'a hérité que des techniques divines. Sans jamais porter le titre de divin, elle n'est donc pas liée par ce pacte. Le combat continue, Yuya reproduit le geste de Usagi qui l'avait sauvé, crée une ouverture et Usagi lui assène un coup de pied. Yuya refuse d'abandonner sa vengeance considérant les humains comme indignes et elle commence à exploiter le pouvoir de la fiole. Elle pousse un cri et Yuya a du mal à tenir sa position. Elle fonce sur Usagi et change de coup. Usagi encaisse un coup, la situation tourne mal, mais Akatsuki arrive en courant, active son terrain sacré qui annule la puissance de Yuki, donnant à Yuya l'opportunité de la mettre KO. Usagi explique qu'en plus du divin, il existe des bêtes sacrées qui s'opposent au flacon, et Akatsuki semble en être une. Il ajoute que Yuri ne devrait plus pouvoir utiliser ses pouvoirs liés au flacon, donc il laisse Yuya s'en occuper. Kaori fonce vers eux, mais une créature surgit derrière elle. Yuya l'abat d'un seul tir et Kaori reste pétrifié, lui explique que c'est comme ça sa vie ici. Il se demande si elle a peur de le voir tuer devant elle, avoue avoir monté de niveau dans ce monde en se croyant un tricheur et pensant qu'elle ne l'aimerait pas sinon, elle le rassure. Non, tu n'as pas changé depuis la première fois où tu m'as sauvé. Tu as toujours été gentil et je t'ai aimé dès cette rencontre. Mais la série s'arrête là pour l'instant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.